Vous écoutez Crime de femme, l'affaire Edith Scaravetti, deuxième partie. Quatre mois et demi après sa disparition, les services de police sont en mesure d'annoncer à la famille Baca les circonstances de la mort de Laurent. La trahison est absolue. C'est comme si on vous arrachait tout. Les tripes, le cœur, les boyaux. Jennifer Baca, sœur de Laurent Baca. Pendant ces 3 mois et demi-là, elle a été portée plainte à la police pour disparition. Elle a continué à nous faire rentrer dans cette maison, nous faire dormir dans cette maison, parce que moi j'ai dormi, mon frère Greg y a dormi avec sa compagne. Faire jouer les enfants dans le jardin où leur père était enterré. Nous dire droit dans les yeux, vous inquiétez pas, il n'a pas pu nous abandonner, il va revenir. Pour apprendre ça derrière. Edith passe bien aux aveux. Elle dit que c'est un accident et que le coup de carabine est parti dans la nuit sans qu'elle ait l'intention de tuer Laurent. Je découvre une personne qui me touche immédiatement par presque un état de soumission. Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaravetti. Elle me touche parce qu'il se dégage de son personnage une immédiate sincérité. On perçoit une relation d'emprise persistante. Ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois qu'elle parlera de son conjoint, elle emploie le temps présent, comme s'il était encore avec elle, à ses côtés. Plus les jours passés, je me dis quand il va revenir, ça va être pire, sa colère va en train d'augmenter. Edith Scaravetti. Et en même temps, j'avais peur qu'il ne reviendrait jamais. Et elle m'explique que son compagnon l'a gravé de ses initiales, à la fois sur sa poitrine et à la fois sur ses fesses. Comme ça, je lui appartiendrai définitivement. Le 22 novembre 2014, à l'issue de sa garde à vue, Edith Scaravetti est incarcérée dans l'attente de son procès. Alors qu'elle est en détention, le médecin légiste examine ses cicatrices pour en déceler l'origine. Il s'agit de savoir si elle dit la vérité à propos du fait que Laurent Baca a gravé ou non ses initiales au couteau sur son corps. Les traces que je constatais ne correspondaient aucunement à l'action d'un couteau chauffé à blanc, donc il ne s'agissait pas de séquelles de brûlures graves. Rémi Costagliola, médecin légiste. Ces traces, elles se situent dans des régions anatomiques accessibles à la victime elle-même. Donc ça peut correspondre à des blessures auto-infligées. Alors Edith dit-elle la vérité ? La façon dont elle a dissimulé le corps de Laurent Baca pose également question. 1 an plus tard, une reconstitution de la scène de crime est ordonnée pour savoir comment elle a procédé et surtout si elle a pu agir seule pour l'emmurer. Pendant la reconstitution, elle est coopérative, elle est calme, elle est précise, elle est assez technique. David Sénat, magistrat et avocat général. Elle démontre qu'elle avait pu agir seule, qu'elle avait pu transporter ce corps, ce qui est déjà une première question. Elle transporte un corps en décomposition, il y a un aspect psychologique très très lourd. Elle est capable de, effectivement, enlever la terre seule quand il s'agit de creuser. Elle est capable de sortir un corps seul. Elle est capable, avec le poids du corps, de le monter jusqu'au grenier. Élise Costa, chroniqueuse judiciaire. Ça, il n'y a pas de problème pour elle, apparemment. Elle montre également comment elle a coulé du ciment dans son garage, puis comment elle a fait ses travaux. Il faut savoir que Edith Scaravetti, elle fait tout à la maison. Qu'elle sache faire du béton. Elle a déjà vu son père en faire parce qu'il l'a aidé à faire un muret. Elle a un peu participé, donc ça colle et ça tient, quoi. La reconstitution démontre qu'Edith Scaravetti a pu agir seule. Et son histoire ne varie pas. Elle raconte un accident avec la carabine 22 long rifle de son grand-père. Edith Scaravetti prétend que le coup est parti alors que Laurent Baca s'était lui-même apposé le canon de la carabine sur la tempe, qu'elle tenait l'arme à la hanche et que dans le cadre d'une bagarre pour récupérer l'arme, le coup serait parti accidentellement.
Est-elle sincère? Est-ce vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là? Des experts balistiques sont missionnés pour étudier les différentes hypothèses et déterminer les circonstances du tir d'Edith. Edith Scaravetti a évoqué le fait qu'elle avait retiré le chargeur de l'arme. Christian Brocard, expert balistique de la police scientifique de Toulouse. Il y a quand même une cartouche dans la chambre et l'arme est prête à faire feu. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'arme, il n'y a aucun indice qui permet de voir que l'arme est chargée. Donc à partir de là, suivant les différentes versions qui ont été proposées, on a une bagarre. Alors que Laurent Baca plaque le canon sur sa tempe droite et il peut atteindre avec son pouce la queue de détente. Et là, le bras est assez long, il peut manœuvrer la queue de détente et faire feu. Deuxième possibilité, à un moment donné, au cours de le doigt est sur la queue de détente et à un moment donné, lors de l'échange, où l'arme tombe ou quelque chose, mais il y a le doigt qui se crispe et le coup part. Et troisième possibilité, on est sur le tir volontaire et avec l'arme posée à la hanche. On ne peut pas faire la différence entre un tir qui aurait lieu pendant une bagarre, au moment où on se dispute l'arme, où quelqu'un essaie d'arracher l'arme à l'autre, ou un tir qui serait exécuté dans un moment un peu plus calme, peut-être pendant le sommeil de la victime, par exemple. On ne peut pas, là, à l'issue de l'autopsie, dire quelle était la position de la personne qui a tiré. Il reste encore un mystère. À quel moment Edith Scaravetti a-t-elle tué son compagnon? Était-ce à l'issue d'une bagarre au milieu de la nuit, comme elle le dit? Ou au petit matin, comme d'autres semblent le penser? Elle dit que c'est dans la nuit à 3h du matin. Antoine Baca, père de Laurent Baca. Pour nous, soit ma femme, les frères et sœurs, on est persuadés que ça s'est pas fait là. La petite, elle dit qu'elle a embrassé sur le front son papa avant de partir au centre aéré. Édouard Martial, avocat de la famille Baca. Et il est vivant. Vous allez porter les enfants au centre aéré, vous revenez, et dans le dernier geste de rage que vous pouvez avoir, dans le dernier geste de colère que vous pouvez encore scénariser, vous prenez cette carabine et vous tirez sur lui. Ça y est, c'est fini. Moi, je suis fermement convaincu qu'il dormait, quoi. Peut-être qu'effectivement, Edith Scaravetti a tué Laurent Baca pendant son sommeil, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Soit les enfants ont embrassé leur père qui dormait, soit ils ont embrassé un cadavre. Quand c'est un accident, on appelle les secours. Là, elle l'a enterré dans le jardin, puis emmuré dans les combles. Elle voulait échapper à la justice. Et en fait, j'ai pas compris comment on peut en arriver là et faire ça. 3 ans et demi après les faits, le 19 mars 2018, Edith Scaravetti est renvoyée devant les assises de Haute-Garonne. Elle est accusée de meurtre sur conjoint, c'est-à-dire d'un homicide aggravé qui lui fait encourir théoriquement la réclusion criminelle à perpétuité. Même si ça n'a rien à voir avec Jacqueline Sauvage, mais quand même cette question de la femme victime de violences conjugales qui se retourne contre l'homme qui la martyrise était encore dans les esprits. Ce dossier arrive à un moment où la version de la femme battue Pierre Lebonjour, avocat de la famille Baca. est manifestement très vendeuse. Une femme meurt tous les 3 jours. Georges Catala, avocat d'Edith Scaravetti. Des coups de son concubin. Lors du procès, Edith raconte ses 10 ans de calvaire conjugal. On se rend compte que Laurent Baca est quelqu'un de terrible qui maintient Edith Scaravetti sous sa coupe. Il y a notamment ce détail où on apprend, par exemple, que tous les soirs, elle devait mettre sa petite capsule de café dans la machine pour que le matin, il n'ait plus qu'à appuyer dessus. Assez rapidement, on parle autant, si ce n'est plus, de ces violences que du meurtre lui-même. Ils ont vu des bleus. Oui, moi je m'en fais des bleus. Tout le monde s'en fait des bleus. L'incompréhension naît du fait qu'on n'a pas affaire forcément à quelqu'un de tout à fait fragile. Quand on la voit
tuer quand on la voit inhumée une première fois, puis une seconde fois et faire ses travaux. Donc tout ça, ça nous donne une image un peu complexe de la figure d'Edith Scaraveti. Les experts, que ce soit la psychologue ou le psychiatre, ont dit qu'elle n'était atteinte d'aucun trouble mental, d'aucune pathologie particulière, et qu'elle avait toute la conscience, à la fois de ce qui l'entoure, de ce qu'elle peut vivre, et surtout de ce qu'elle agit. Il y aura un moment d'audience qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma carrière et même après. C'est ce moment où Edith Scaraveti raconte qu'en fait, elle a subi un viol à 12 ans et qu'elle n'en avait parlé à personne. C'était l'été 99. Edith est en vacances avec toute sa famille dans un camping. Edith le raconte aux policiers. Ce jour-là, j'étais partie plus tôt de la plage. Je me suis rendue à la douche du camping. J'ai posé ma serviette sur la porte, mais elle est tombée. J'ai ouvert pour la ramasser et là, j'ai été bousculée. Un inconnu est entré et il m'a mis la main sur la bouche pour ne pas que je crie. Il m'a plaqué contre le mur et il a fait rentrer son sexe dans le mien. Quand les autres sont rentrés, ils étaient contents. Je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas être jugée et je ne voulais pas gâcher les vacances de tout le monde. En bord de mer, passer les vacances, elle a été violée. Émile Scaraveti, père d'Edith Scaraveti. Par un inconnu, elle n'a jamais dit. Enfin, elle ne nous l'a pas dit, j'ai su au procès. La seule personne à qui elle en avait parlé, c'était Laurent Baca. Et un jour, Laurent Baca lui en veut énormément et il lui fait payer. Et il lui fait payer en la violant sous la douche. Et elle dit bien sûr, c'était horrible, c'était terrible qu'il me refasse revivre ce moment. Elle dit, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il m'avait écouté. Il ne peut pas être si mauvais que ça. Moi, je crois qu'il est possible que cela soit arrivé et que cela ait là aussi concouru, je dirais, à l'élaboration de cette stature de victime, de cette condition de victime. Et dans le fond, la victime, c'est Laurent Baca dans le dossier. Cet homme a été tué de manière rapide et sommaire. Cet homme était allongé, peut-être, c'est une des hypothèses, dormait-il. En cela, c'est une exécution. À l'issue des 5 jours d'audience, le procureur David Sena demande à ce qu'Edith Scaraveti soit condamnée à 20 ans de réclusion. Après 3 heures de délibération, les jurés rendent leur verdict. J'étais sidéré. Rémi Nougier, avocat de la partie civile. La cour et le jury vont estimer qu'il s'agit d'un accident. Et condamné à une peine de 3 ans de prison. Edith Scaraveti venait de passer 3 ans et demi en détention provisoire, donc elle sortait le soir même. Les enfants étaient très contents. Ils s'y attendaient pas. Malika Chmani, avocate des enfants du couple Baca Scaraveti. Du coup, ils ont retrouvé leur maman le soir même. Quand elle est sortie, le croirez-vous, elle a repris auprès du même employeur, son même emploi, a retrouvé les mêmes vieilles personnes âgées. Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaraveti. Je crois que la justice est passée, et qu'elle est bien passée. J'ai la conviction que la justice a été manipulée par Edith Scaraveti. La justice s'est trompée. Je l'ai vécu de manière intime, parce qu'on n'exprime aucun sentiment à l'audience, bien entendu, dans ma position. David Sena, magistrat et avocat général. Mais je l'ai ressenti très, très douloureusement. Le fait d'enterrer le corps dans le jardin, sous la balançoire des enfants, le fait d'aller l'emmurer dans les combles, circuler, il n'y a rien à voir. Jennifer, elle crie et elle s'effondre lors du délibéré. Pour moi, c'est une seconde de mort de mon frère.
Edith Scaravetti est donc une femme libre. Elle est sortie de prison, elle travaille et vit avec ses 3 enfants. Mais ni la famille Baca ni le ministère public n'acceptent cette remise en liberté et le parquet a fait appel. Nous sommes en mai 2019 et dans 3 jours, elle sera rejugée par une autre cour d'assises. Elle est pétrie d'angoisse par rapport à la perspective de ce procès. Moi, ce qui m'angoisse de plus, c'est de devoir abandonner encore mes enfants. Edith Scaravetti. Je leur dis que maman, elle redira la vérité et espère qu'elle sera entendue comme la première fois. Mais après, on a fait les démarches pour leur trouver une solution si jamais je dois être incarcérée. J'ai fait les démarches avec l'assistance sociale pour qu'ils voient comment ça va se passer, s'ils sont placés. Tout le cabinet des avocats d'Edith est mobilisé. Sa liberté a laissé beaucoup d'amertume. Ce nouveau procès s'annonce brutal. Ça sera un combat. L'accusateur public veut à nouveau débattre. Edith Scaravetti aurait en quelque sorte organisé, prémédité la disparition de son compagnon. Même témoins, même scènes de violence vont être passées au crible, comme lors de la première audience. Pour apaiser les débats, le procès en appel n'a pas lieu à Toulouse, mais à Montauban, à 60 km de là. Autour de la place du palais de justice, tous les protagonistes sont là, déterminés. L'audience n'a pas commencé encore. Je crois que tout le monde attend de voir un petit peu comment ça va se passer. On a rarement été aussi en quête de la vérité que dans cette affaire-là. Ce sera un duel. Réclusion criminelle ou liberté pour Edith Scaravetti? Les parties civiles, évidemment, sont dans un état psychologique très compliqué, même s'ils ont malheureusement l'expérience du premier procès. Ça reste très, très douloureux pour elles. J'ai une solide envie de réitérer ce que nous étions parvenus à faire avec Maître Catala la première fois, c'est-à-dire porter très haut la parole d'Edith Scaravetti et la rendre intelligible. Dès la première minute, on sent que tout a changé. J'ai le sentiment que l'issue pourra peut-être être différente. C'est pas le même président et les questions sont tout de suite différentes. Élise Costa, chroniqueuse judiciaire. Et on sent d'entrée de jeu une certaine animosité envers l'accusé. Elle est beaucoup plus abattue. Elle est telle une madone, posée là, dans son box. Édouard Martial, avocat de la famille Baca. Elle est la tête baissée, son regard n'est posé sur personne, sur rien, sinon sans doute sur la pointe de ses chaussures. Elle ne manifeste strictement aucune émotion. Le président dit le droit, tandis qu'Edith n'arrive pas à transmettre son désarroi. Elle a indiscutablement souffert aujourd'hui d'avoir à reproduire un nouveau procès. Alors que le clan Baca est soudé, Edith ne peut compter que sur son père. Sa mère, après l'avoir tant désiré, mais désormais si absente de sa vie, ne s'est pas déplacée pour les débats. Chaque soir, Edith Scaravetti rentre chez elle, à 60 km de là, pour s'occuper de ses enfants. Chaque matin, elle les emmène à l'école avant de prendre place dans le box de l'accusé. Le procès dure 5 jours. Enquêteurs, experts, amis et familles se succèdent à la barre. Et chaque jour, Edith essuie les coups. On lui pose des questions extrêmement précises. Comment déplace-t-on ce corps qui a, désolé de le dire, mais qui a des écoulements, il y a des mouches, etc. Comment on déplace ce corps à l'intérieur d'une maison
sans rien sentir et en disant juste je me souviens pas vraiment, je l'ai fait mécaniquement. On l'interroge sur la scène d'hyperviolence qu'elle nous décrit au soir ou dans la nuit des faits. Donc des cris, des heurts, des bousculades, la jeter dans les escaliers. Antoine Bacca, père de Laurent Bacca. Les petits se seraient réveillés automatiquement. En tout cas, plus on approche de la fin, justement, plus on a l'impression que ce qu'elle nous a raconté jusqu'à maintenant ne correspond pas du tout à ce qui a pu se passer. Edith ne dit rien, ne livre aucune confidence, aucune explication, et ne suscite aucune émotion dans la cour. On sent qu'on peut être à un tournant du procès de cette audience, quoi. Et comment s'exprime-t-elle? Elle ne s'exprime pas par des mots, elle s'exprime par des silences. Le président lui dit « Edith Scaravetti, c'est votre procès. Et on a l'impression que vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas avec nous. Vous êtes absente. » Il s'est même énervé. Elle doit toucher les jurés et cesser d'agacer le président par ses silences. Mais malgré les encouragements de ses avocats, elle n'y parvient pas. Le problème, c'est pas qu'elle ne parle pas, c'est qu'on considère qu'elle parle mal. Est-elle capable de parler de manière plus adaptée? Je ne crois pas. Je crois qu'elle porte en elle, effectivement, les séquelles de tout du calvaire qu'elle a enduré. Dans le cadre des débats, il peut y avoir une bascule, un moment. Antoine Tugas, avocat de la famille Bacca. Une minute, une seconde, qui fait que le procès change totalement de physionomie. À 2 jours du verdict, ses avocats sont inquiets. Nous sommes tous fatigués et on peut quand même imaginer qu'elle le soit davantage que nous. J'ai peur qu'elle retourne en prison, oui. Véronique Basset, amie et ex-collègue d'Edith Scaravetti. Oui, parce qu'elle parle pas, elle répond pas. Vous n'y arrivez plus. Allez, écoutez-moi bien. Les débats, théoriquement, s'achèvent en fin de matinée. Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaravetti. D'accord? Donc, vous avez une matinée, là, qui n'est pas forcément une matinée facile. Hein. Allez, je sais que c'est très, très difficile. Vous avez été très courageuse. C'est normal que vous éprouviez de la fatigue nerveuse, ça bombarde, mais là, maintenant, il faut tenir. C'est presque terminé. Allez, vous respirez bien et puis on va y aller. Moi, je vais me mettre en tenue. Avec leur tripes et leur rhétorique, les avocats vont se succéder pour plaider. On est rentré dans le ring et on a boxé. On est un peu vidé, on est un peu fatigué. Georges Catala, avocat d'Edith Scaravetti. Et puis ensuite, on se dit à quoi ça a servi. Et on attend. Tous attendent le verdict. Nous sommes le 17 mai 2019 et les jurés vont le rendre aujourd'hui. Ce matin encore, Edith arrive libre. Mais aujourd'hui, contrairement aux autres jours, elle n'a plus le droit de quitter l'enceinte du palais de justice. Elle semble très fatiguée. Mais ses traits se sont étonnamment détendus. Le temps du délibéré des jurés, elle est sous bonne garde. J'ai requis une peine de 15 années de réclusion. David Sénat, magistrat et avocat général. C'est un crime, donc ce crime méritait une peine criminelle, c'est-à-dire de 10 années au moins, c'est un seuil. Et Edith Scaravetti, pas plus qu'une autre qui tire sur son mari en dehors des cas de légitime défense, ne peut pas être un exemple donné aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. On écoute ça avec un peu les yeux écarquillés. On se dit, mais c'est pas possible. Ça signifie quoi, 15 ans? Ça signifie que cette femme qui a fait 3 ans de prison,
qui est sorti après que la première cour d'assises, qui n'est pas composée que d'imbéciles, ait décidé qu'il fallait qu'elle sorte. Elle sort, elle s'occupe de ses enfants d'une façon absolument remarquable, puisque j'ai lu les bulletins scolaires, ils sont époustouflants. Si ces enfants sont à ce point équilibrés, c'est parce qu'ils ont été protégés par la mère. Ces enfants, ils espèrent qu'une chose, c'est que maman revienne. Malika Chmani, avocate des enfants du couple Bacas-Caravetti. Donc ce sera jamais agréable de leur dire que leur maman ne rentre pas. On est de toute façon là maintenant suspendu à la décision des juges. On lui a demandé si elle avait quelque chose à ajouter. Sans aucune surprise, elle n'a rien dit. C'est, comment dire, un concentré de souffrance. À l'issue de 3h30 de délibération, à la majorité des jurés, Edith est reconnue coupable d'avoir intentionnellement tué Laurent Bacas. Elle est condamnée à une peine de 10 ans de prison. La réalité, c'est qu'elle l'a tué volontairement. Cette histoire d'accident n'est qu'une coquille pour masquer la réalité des choses. Moi, ça prouve que Grégory Bacas, frère de Laurent Bacas. tout ce qui a été dit sur lui n'était pas vrai. Il y a une peine de 10 ans d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à l'encontre d'Edith Scarvetti, compte tenu de la modification de la qualification. C'est une qualification d'homicide volontaire qui me laisse un petit peu interdit. Personnellement, ça m'est très difficile de comprendre, surtout quand la victime de cette injustice est une femme qui a subi encore une fois un chemin de croix pendant 10 ans que personne ne semble contester. Ce soir, Edith dormira en prison. Elle s'y attendait sûrement. Elle n'a jamais avoué avoir tué Laurent Bacas de façon intentionnelle. Vous venez d'écouter Crime de femme. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Crime de femme est un podcast coproduit par Initial Studio et Girafe Prod, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, produite par Girafe Prod. Cet épisode a été réalisé par Géraldine Levasseur, Carlos Simoes et Nathalie Gillot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agasson. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.